Liliane Thuram, l'icône née pour la lutte, enfance, ascension et ombre grandissante. L'histoire de Liliane Thuram commence bien loin des projecteurs, sur une île bercée par les flots des Caraïbes, la Guadeloupe. Née le 1er janvier 1972, à Pointe-à-Pitre, Rudy Liliane Thuram-Hulienne n'est pas prédestinée à devenir une légende du football, encore moins une voix engagée contre les injustices du monde. Pourtant, chaque étape de sa vie semble le pousser dans cette direction, comme une ligne de vie tracée avec force, douleur et détermination. Une enfance entre déracinement et résilience. Très jeune, Liliane quitte son île natale pour la France métropolitaine. Il n'a que 9 ans lorsque sa mère, Mariana, une femme déterminée et courageuse, décide de tenter sa chance dans l'Hexagone pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Le jeune Liliane découvre alors la froideur des banlieues françaises, la grisaille de l'hiver, mais surtout le poids du racisme latent qui marque son adolescence. Élevé dans un quartier populaire de Fontainebleau, Liliane est confronté aux stéréotypes dès l'école primaire. On lui parle lentement, comme s'il ne pouvait pas comprendre, on l'interroge sur ses origines, comme s'il n'était pas vraiment français, mais au lieu de s'effondrer, il se construit. Dans cette adversité, il forge une carapace, et déjà le sport devient pour lui un exutoire, une échappatoire. Le football, une révélation. C'est à l'âge de 11 ans que Liliane découvre véritablement le football. Dans la cour de récréation, puis dans un petit club de la région, il s'impose rapidement par sa puissance physique et sa vision du jeu. Il joue d'abord attaquant, mais c'est en défense qu'il explose. À force de persévérance, il intègre l'INF Clairefontaine, un centre de formation prestigieux, puis débute sa carrière professionnelle en 1991 à l'AS Monaco. Sous la houlette d'Arsène Wenger, Liliane Thuram se métamorphose en une muraille défensive. Son sens de l'anticipation, sa vitesse et sa capacité à lire le jeu impressionnent. Il devient vite incontournable et en 1996, il rejoint la Serie A italienne, un championnat exigeant, en signant à Parme. La consécration, bleu, blanc, héros, mais c'est en équipe de France que Liliane Thuram entre véritablement dans la légende. Sélectionné pour l'Euro 1996, il devient rapidement un pilier de la défense tricolore. Et lorsque la Coupe du Monde 1998 se profile, il est prêt. Le 8 juillet 1998, au Stade de France, se joue la demi-finale entre la France et la Croatie. Menés 0-1, les Bleus renversent à la vapeur grâce à 2 buts de Liliane Thuram. Oui, le défenseur muet en attaque depuis le début de sa carrière inscrit ses 2 seuls buts en équipe nationale au moment le plus crucial. Ce match scelle son statut de héros. La France remportera la finale contre le Brésil quelques jours plus tard. À ce moment précis, Liliane devient bien plus qu'un footballeur. Il est un symbole, celui de la diversité, du mérite, du dépassement de soi. Il est noir, français et champion du monde. Pour des millions de jeunes des quartiers populaires, il est un modèle. La voix qui dérange. Mais Thuram ne s'arrête pas à la pelouse. Très vite, il comprend que sa voix compte. Après les émeutes de 2005 en banlieue, il prend la parole. Il écrit, débat, questionne la France sur son passé colonial, sur ses discriminations. Il publie des ouvrages comme « Mes étoiles noires » et crée une fondation pour l'éducation contre le racisme. Cette prise de parole constante le rend à la fois admiré et critiqué. Certains l'encensent pour son courage, d'autres lui reprochent son militantisme. Mais il ne se tait pas. Même lorsqu'il prend sa retraite sportive en 2008, après un passage au FC Barcelone, il continue à s'exprimer avec fermeté et passion. Père et homme engagé. Dans l'intimité, Liliane Thuram est aussi un père. Il a 2 fils, Marcus et Kefren. Marcus, l'aîné, suivra les pas de son père en devenant footballeur professionnel. Il évolue en Bundesliga puis en Serie A et sera sélectionné en équipe de France, comme son père avant lui. Mais cette transmission ne va pas sans douleur. Être le fils de Liliane Thuram, c'est porter un nom lourd, un héritage public et privé. C'est vivre dans l'ombre d'un homme adulé et controversé. Thuram est un père exigeant, aimant, mais parfois distant. Sa mission éducative dépasse la sphère familiale. Il veut former des citoyens, pas seulement des sportifs. Les signes avant-coureurs du drame. Depuis 2024, certains proches de Liliane remarquent un changement. Plus discret, parfois fatigué, il annule plusieurs interventions publiques, se retire de certains projets associatifs. Il évoque un besoin de repos, mais ne précise rien. Son fils Marcus, en pleine carrière, s'inquiète. La relation père-fils se tend quelque peu. Thuram semble porter un fardeau invisible, un poids qu'il refuse de partager. Et puis il y a ce voyage imprévu en Guadeloupe, seul, silencieux, il retourne sur les traces de son enfance. Certains témoins affirment l'avoir vu errer longuement dans les rues de Pointe-à-Pitre, les yeux perdus, le regard figé. Un héritage trop lourd? Liliane Thuram a voulu être plus qu'un joueur, un guide, un témoin, un rempart contre l'oubli. Mais à force de porter le poids des autres, a-t-il oublié de se protéger lui-même? Ses discours, ses engagements, ses combats, aussi nobles soient-ils, semblent lui avoir laissé peu de place pour la fragilité, pour le doute, pour la peur.
Son fils Marcus confiera plus tard dans une interview que son père n'a jamais vraiment su se reposer ni même se confier. Il le décrit comme une montagne d'intelligence et de souffrances mêlées. À la fin de 2025, alors que la santé mentale des personnalités publiques devient un sujet majeur, certaines rumeurs surgissent. Épuisement, burn-out, isolement. Mais Thuram garde le silence, comme toujours, jusqu'au jour où, le silence brisé, Marcus Thuram parle et dévoile le cauchemar caché de son père. Pendant longtemps, Liliane Thuram était perçue comme une forteresse imprenable. Ni les insultes racistes, ni les tempêtes médiatiques, ni les coups bas du monde politique n'avaient semblé ébranler cet homme. Il avait toujours tenu bon. Mais en coulisses, une autre réalité s'écrivait. Et c'est son fils, Marcus, qui a fini par faire tomber le mur de silence, dévoilant ce que peu avaient imaginé. Son père, héros aux yeux du monde, sombrait peu à peu dans un abîme intérieur. Les premiers doutes de Marcus Thuram, aujourd'hui figure montante du football français et européen, a longtemps gardé le silence. Fils d'un homme public, habitué à voir son père monopolisé par les médias ou les conférences, il avait appris à se construire dans l'ombre. Mais en 2025, quelque chose change. Alors qu'il joue en Serie A, Marcus commence à ressentir une distance croissante dans les échanges avec son père. Le ton est plus sec, les silences plus longs. Lors de leurs appels vidéo, Liliane semble ailleurs, fatiguée, préoccupée. Marcus tente à plusieurs reprises d'en parler, mais se heurte à un mur. « Tout va bien », répond son père, avec ce sourire poli qu'il connaît trop bien. Ce n'est que lorsqu'il rentre en France pour une trêve hivernale qu'il découvre une vérité alarmante. Dans l'appartement parisien de son père, il trouve des piles de livres à moitié ouverts, des lettres inachevées, des médicaments non identifiés posés sur la table de chevet. Liliane dort peu, mange à peine et passe des heures assise seule, regardant dans le vide. Le début de la décompensation Liliane Thuram, l'homme public infatigable, luttait en privé contre une dépression silencieuse. Depuis des années, il portait le poids de combats qu'il estimait nécessaires, urgents, mais qui l'épuisait. Il s'était investi dans tant de causes, antiracisme, éducation, justice sociale, qu'il s'était peu à peu oublié lui-même. La mort brutale d'un ami proche en 2024, combinée à la pression médiatique incessante et aux attaques personnelles sur les réseaux sociaux, l'avait fragilisé. Son entourage avait bien tenté de l'alerter, de le ménager, mais Thuram refusait de se voir comme une victime. Il croyait qu'admettre une faiblesse, c'était trahir son image, trahir le combat. Marcus décide de parler. C'est à ce moment que Marcus, déchiré entre pudeur et nécessité, prend une décision radicale. Il parlera publiquement, non pas pour créer un scandale, ni pour attirer la pitié, mais pour alerter. Il espère que dire la vérité pourrait, peut-être, sauver son père. Dans une interview exclusive accordée à un magazine français, il lâche les mots que personne n'attendait. « Mon père ne va pas bien. Il a toujours tout donné pour les autres. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien pour lui. Il est fatigué, usé. C'est un homme extraordinaire, mais il est humain. » Les réactions ne se font pas attendre. Certains s'émeuvent, d'autres s'indignent. Les chaînes d'infos déroulent ça les bandeaux. Marcus Thuram alerte sur la santé mentale de son père. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le nom de Liliane Thuram devient tendance sur X, anciennement Twitter, mais cette fois non pas pour ses idées, mais pour sa douleur. Le refus de l'aide. Malgré cette prise de parole bouleversante, Liliane refuse toute aide médicale formelle. Il remercie son fils pour son amour, mais rejette les propositions de suivi thérapeutique. « Je ne suis pas malade », répète-t-il. Pour lui, admettre une dépression, c'est accepter une défaite. Il continue d'écrire, de lire, mais s'isole chaque jour un peu plus. Marcus, de son côté, tente de maintenir un contact régulier. Il revient dès qu'il peut, l'emmène voir ses petits-enfants, tente de le reconnecter au monde, mais rien n'y fait. Thuram s'enfonce. Ses discours publics deviennent rares, ses apparitions fugaces. Lors d'une conférence en mars 2026, il bafouille, perd le fil, puis s'excuse brusquement et quitte la scène. Une vidéo de l'incident devient virale, relançant l'inquiétude générale. Les dernières confidences. Quelques semaines plus tard, Liliane confie à un ami de longue date. « J'ai porté trop de choses, j'ai cru pouvoir changer le monde seul. J'ai oublié que j'étais juste un homme. » C'est la dernière phrase forte qu'il prononcera en public. Après cela, il coupe presque tous les contacts. Son portable ne répond plus, sa boîte mail est désactivée, et même Marcus avoue ne plus réussir à le joindre. La presse s'emballe. Certains médias parlent d'une disparition volontaire, d'autres évoquent une hospitalisation secrète. Des journalistes fouillent, des paparazzis le traquent, mais personne ne le retrouve. La fondation Thuram, pourtant si active, cesse ses activités temporairement, selon un communiqué laconique. L'effondrement médiatique. L'histoire prend une dimension nationale. Liliane Thuram, autrefois figure exemplaire, devient le visage d'un malaise profond, celui des héros fatigués, des combattants usés par l'indifférence et les attentes.
Des intellectuels prennent la parole, des anciens coéquipiers s'indignent. Zinedine Zidane envoie un message de soutien. Kylian Mbappé poste une photo de lui et de Thuram avec une légende sobre. Force à toi, l'homme debout. Mais l'homme debout, cette fois, est tombé. Et personne ne sait vraiment comment le relever. Marcus face à l'impossible Marcus Thuram, quant à lui, est dans un tourbillon d'émotions. Il doit gérer sa carrière, répondre aux médias, protéger sa propre famille, tout en veillant à un père qui ne veut plus être vu. Il devient la voix, le bouclier, le protecteur de celui qui l'a protégé toute sa vie. Il confie à un proche « C'est mon père qui m'a appris à être fort. Aujourd'hui, je dois lui montrer que la force, c'est aussi accepter d'être aidé. Mais le combat est inégal. Et malgré tout l'amour du monde, parfois, cela ne suffit pas. Le jour où tout a basculé, l'annonce brutale, le pays en état de choc, c'était un matin comme les autres, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le 27 octobre 2026, à 6h37 du matin, un communiqué de quelques lignes est publié sur les comptes officiels de la fondation Liliane Thuram. Un message froid, concis, qui tombe comme un couperet. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons que M. Liliane Thuram a été retrouvé inconscient à son domicile. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. La famille demande le respect de son intimité. Le pays se fige. L'ancien champion du monde, figure morale, voix incontournable du combat contre le racisme, serait dans un état grave. Les chaînes d'information lancent des éditions spéciales. Les spéculations s'envolent. Les rumeurs les plus folles envahissent les réseaux sociaux. Certains parlent d'un AVC, d'autres d'une tentative de suicide. Quelques-uns insinuent une overdose médicamenteuse. Le flou est total. L'hospitalisation dans le plus grand secret. Pendant plusieurs heures, aucun autre communiqué ne filtre. Les proches restent silencieux. Les journalistes se massent devant l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Une voiture banalisée est vue entrant en urgence. À bord, Marcus Thuram. Selon un membre du personnel hospitalier, sous couvert d'anonymat, Liliane aurait été retrouvée dans un état de conscience altéré, présentant des signes évidents d'épuisement nerveux et de détresse psychique. Il aurait été allongé au sol dans le salon de son appartement, entouré de feuilles éparses, des notes manuscrites, des fragments de lettres jamais envoyés, un manuscrit inachevé. L'hypothèse d'un burn-out profond est vite confirmée. L'homme, adulé pendant des décennies, s'est effondré sous le poids d'une pression insupportable. Mais l'élément le plus inquiétant vient d'un carnet noir retrouvé sur place. Le carnet de la douleur. Dans ce petit carnet Moleskine, que Marcus reconnaît immédiatement, Liliane aurait consigné des pensées sombres pendant des mois. Pas de tentative de suicide explicite, mais une série de réflexions douloureuses, lucides, sur la solitude, l'impuissance, la fatigue. Il y écrit notamment « J'ai voulu sauver les autres pour ne pas avoir à me sauver moi-même. Le monde ne change pas aussi vite qu'on le souhaite. Je suis fatigué de lutter. Être un symbole, c'est une cage dorée. Tout le monde me regarde, mais personne ne m'entend. » Ce carnet, bouleversant de sincérité, deviendra plus tard un objet emblématique, publié à titre posthume, selon le souhait de Marcus, pour briser le tabou de la souffrance silencieuse des figures publiques. La réaction du pays, l'annonce provoque un véritable séisme. Le président de la République publie un message officiel. Liliane Thuram est une conscience de notre époque. Son engagement, son courage et sa dignité forcent le respect. Nous sommes à ses côtés. Les journaux titrent en une « Le cri silencieux de Thuram, quand les zéros tombent, Thuram, l'effondrement d'un pilier moral ». Des milliers de messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux. Des anonymes, mais aussi des célébrités, des footballeurs, des intellectuels. Kylian Mbappé écrit « Tu m'as appris à ne jamais baisser les yeux. Aujourd'hui, c'est à nous de te regarder en face et de te tendre la main. » Des rassemblements de soutien s'organisent spontanément à Paris, Lyon, Marseille. Des bougies, des pancartes, des photos. On prie pour le rétablissement de Thuram comme on prie pour un membre de sa propre famille. Car au fond, c'est ce qu'il est pour beaucoup. Un frère, un père, un guide. Marcus prend la parole, larmes en direct. 2 jours après l'annonce, Marcus Thuram accepte de s'exprimer devant les caméras. Il apparaît fatigué, les traits tirés, la voix hésitante, mais il parle. Et ses mots résonnent. Mon père est un homme fort, mais même les plus forts ont besoin d'aide. Il a porté le monde sur ses épaules, maintenant, c'est à nous de le porter. Je vous demande, au nom de ma famille, de respecter son silence, de lui laisser le temps. Mais je vous demande aussi de réfléchir. Combien d'autres héros souffrent en silence? Combien d'entre nous n'osent pas dire qu'ils vont mal? Le silence qui suit sa déclaration est plus éloquent que tous les cris. Pour la première fois, on voit Marcus pleurer à la télévision. Un moment rare qui restera gravé dans la mémoire collective. L'état de santé de Liliane. Entre vie et ombre. Les jours suivants sont incertains. Liliane Thuram est maintenue sous surveillance dans une unité spécialisée en psychiatrie. Les médecins restent prudents, évoquant une dépression majeure avec troubles associés. Il serait conscient par intermittence, mais ne parle presque pas.
Il refuse toujours les visites, à l'exception de Marcus et de sa mère, Mariana, venue spécialement de Guadeloupe. La presse respecte enfin une certaine retenue. Les débats s'ouvrent. Qui prend soin des soignants? Qui soutient les voix engagées? Peut-on être un modèle et rester humain? La société découvre avec brutalité que les héros saignent, eux aussi. Le message qui bouleverse tout. Le 4 novembre, une semaine après son hospitalisation, un message signé de Liliane Thuram est publié sur les réseaux de sa fondation. Il s'agit d'un court texte manuscrit, sans mise en page, sans filtre. J'ai toujours voulu être utile, mais j'ai oublié d'être vivant. Merci à ceux qui m'aiment, même quand je me tais. Ces quelques mots suffisent à relancer l'émotion collective. Ce n'est pas un message d'adieu, mais ce n'est pas non plus une promesse de retour. C'est un soupir, un cri discret, un signal que l'homme est là quelque part en reconstruction. Une nation en introspection. L'affaire Thuram dépasse désormais la simple santé d'un homme. Elle soulève des questions profondes sur le traitement réservé aux figures publiques, sur la pression morale infligée aux personnes noires dans l'espace médiatique, sur le droit à la fragilité. Des émissions spéciales sont diffusées, des universités organisent des colloques, des psychologues témoignent. On découvre que de nombreux anciens athlètes, une fois retirés de la scène, sombrent dans la solitude. Le cas Thuram devient emblématique. Héritage et renaissance, ce que Liliane Thuram laisse au monde, ce que son fils a juré de poursuivre. Quand le silence est enfin retombé, une question est restée suspendue dans l'air, lourde et douloureuse. Que reste-t-il après la chute d'un géant? Dans le cas de Liliane Thuram, la réponse ne se mesure ni en trophées, ni en discours, mais dans les consciences qu'il a éveillées et dans la trace indélébile qu'il laisse à son fils. La fin d'un combat ou son commencement? Après plusieurs semaines d'hospitalisation, Liliane Thuram disparaît totalement de l'espace public. Aucun communiqué, aucune apparition. Son état s'améliore lentement, mais les médecins sont formels. Il ne pourra plus jamais reprendre le rythme effréné qu'il s'imposait autrefois. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait toujours avancé doit accepter de s'arrêter. Ce retrait n'est pas une défaite, c'est une métamorphose. Dans une lettre adressée à ses proches, dont quelques extraits seront révélés plus tard, Liliane écrit « J'ai confondu le courage avec l'endurance infinie. J'ai appris trop tard que se reposer n'est pas renoncer. » Ces mots marquent une rupture. Le combattant comprend enfin que le monde ne se change pas seul, et surtout pas au prix de sa propre destruction. Marcus Thuram, le fils devenu pilier. Pour Marcus Thuram, les mois qui suivent sont les plus éprouvants de sa vie. Il continue à jouer, à marquer, à sourire devant les caméras. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Le voir fort quand son père est faible est une inversion brutale des rôles. Dans un entretien accordé à la presse française, Marcus confie « Mon père m'a appris à me tenir droit face à l'injustice. Aujourd'hui, il m'a aussi appris que la dignité, c'est reconnaître ses limites. » Ce témoignage bouleverse l'opinion publique. Marcus n'est plus seulement le fils d'eux, il devient une voix à part entière, lucide, sensible, responsable. Il refuse cependant toute glorification excessive. Son combat n'est pas de remplacer son père, mais de prolonger son message sans s'y perdre. La Fondation Thuram, une mission réinventée. La Fondation Liliane Thuram, longtemps mise en pause, reprend ses activités sous une nouvelle forme. Marcus accepte d'en devenir l'un des visages, mais pose une condition claire. La santé mentale sera désormais au cœur du projet. Des programmes éducatifs sont lancés dans les écoles, non seulement sur le racisme et l'histoire coloniale, mais aussi sur l'épuisement psychologique, la pression sociale, le droit à la vulnérabilité. L'histoire de Liliane Thuram n'est pas utilisée comme un drame sensationnel, mais comme un avertissement. Un slogan résume cette nouvelle ère. Être fort, ce n'est pas porter seul. La réconciliation avec soi-même. Selon les rares informations filtrant de l'entourage, Liliane Thuram vit désormais loin de Paris, dans un lieu discret, entouré de nature. Il lit, écrit pour lui seul, marche longuement. Il n'accorde plus d'interviews, mais suit de près les actions de la Fondation. Il échange régulièrement avec Marcus, dans une relation apaisée, enfin débarrassé de l'obligation d'être exemplaire. Un proche confiera « Pour la première fois, Liliane n'essaie plus d'être un symbole, il essaie juste d'être vivant. » Cette phrase, simple et immense, résume tout. Un héritage plus grand que le football. Quand on évoque Liliane Thuram, l'histoire retiendra évidemment le champion du monde, le défenseur héroïque de 1998. Mais au-delà du sport, son véritable héritage est ailleurs. Il a humanisé le héros. Il a montré qu'on peut être fort et brisé, brillant et épuisé, admiré et seul. Et surtout, il a ouvert un espace de parole pour ceux qui n'osaient pas dire qu'ils allaient de mal. Marcus Thuram, en portant ce flambeau avec pudeur, incarne une nouvelle génération. Moins sacrificielle, plus consciente, plus attentive à l'équilibre entre engagement et survie personnelle. Le dernier message. Quelques mois après les événements, Marcus publie un message sobre sur ses réseaux sociaux.
Une photo de lui enfant, marchant main dans la main avec son père. En légende, ces mots « Tu m'as appris à marcher droit, maintenant, apprends à te reposer, je veille ». Ce message marque la fin d'un chapitre douloureux, mais aussi le début d'une renaissance silencieuse. Conclusion générale. Le destin tragique de Liliane Thuram n'est pas celui d'un homme tombé, mais celui d'un homme qui a trop longtemps tenu debout pour les autres. Et dans le regard de son fils, empreint de respect, de douleur et d'amour, se dessine une promesse, ne plus jamais confondre le courage avec le sacrifice de soi.